Asie du Sud-Est, à l'ouest de la péninsule indo-chinoise, un royaume de 58 millions d'habitants porte un nom qui est aussi la clé de son histoire, le pays des hommes libres. 1939, le Siam s'appelle désormais Thaïlande. Une fois passées les turbulences de la guerre, le roi Rama IX entame un règne qui va permettre au pays d'accéder au monde moderne, sans oublier ni ses valeurs traditionnelles, ni la pluralité de ses cultures. La tâche n'était pas facile, car en Thaïlande se côtoient une multitude d'ethnies, des religions qui ailleurs souvent s'opposent. En Thaïlande, culture et raffinement cohabitent tant bien que mal avec les travers mal maîtrisés du progrès à l'occidental. L'économie a voulu oublier trop vite les valeurs originelles pour la séduction d'un miracle qui, à la fin des années 90, faillit devenir mirage. Heureusement, en Thaïlande, il y a la sagesse qui est profonde, le pays qui est magnifique, la terre qui est fertile, les traditions que l'on respecte et l'eau. L'eau est célébrée à l'occasion de Songkran, le nouvel an bouddhique. Pour son action purificatrice, les jeunes s'aspergent d'eau mélangée à de la poudre de riz ou à de la poussière de charbon. La fête de l'eau inonde les rues d'une folie collective pendant 3 jours, à la mi-avril. Avec l'eau, on rend hommage à Bouddha, car Songkran annonce les semailles du riz. Par la même occasion, on cherche à gagner des mérites en collant de fines feuilles d'or sur les statues, notamment sur la tête, en espérant ainsi accéder à plus de sagesse. L'eau du fleuve Chao Phraya et ses alluvions ont donné à Bangkok un sol instable qui culmine à 1 mètre seulement au-dessus du niveau de la mer. Il y a 2 siècles à peine, cette ville n'était qu'un modeste village de pêcheurs. La Thaïlande est bouddhiste à 95%, mais le culte des esprits y persiste. Les maisons d'esprits servent à reloger les esprits que l'on a dérangés, par exemple, lors de la construction d'un immeuble. Les panneaux indicateurs sont rares à Bangkok et la circulation y est extrêmement difficile. D'abord parce que 8 millions d'habitants grouillent en permanence dans une ville envahie par la voiture. Ensuite parce qu'il n'y a pas ici de véritable centre historique. Les populations rurales ont accouru dans la capitale, attirées par le mirage de la réussite et par la croissance économique des années 80. Mais la grave crise financière qui a frappé tout l'Extrême-Orient en 1997 a sérieusement freiné la progression du pays. La moitié des policiers urbains souffrent de troubles respiratoires. Le ralentissement de l'économie n'a pas suffi à enrayer une pollution record dans laquelle les tuk-tuk, sortes de taxis-scooters, prennent une part importante. Quand on sait que le bouddhisme est arrivé ici importé d'Inde par des marchands, on comprend l'ardeur locale de l'esprit d'entreprise et on mesure la vitalité d'un commerce qui prend les formes les plus variées et les plus colorées. Les Asiatiques ont beaucoup de qualités, et entre autres celle d'imiter à la perfection. Mais devant l'importance des contrefaçons, sous la pression des gouvernements occidentaux, les autorités interviennent pour tenter d'éliminer les faux. Mais ce n'est souvent qu'un vœu pieux. La ville reproduit les modèles occidentaux avec une grande fidélité. Alors que la plupart des Thaïs ne parlent pas de langues étrangères, peut-être parce qu'ils n'ont jamais été colonisés, la Thaïlande et surtout Bangkok suivent de près les modes venus d'ailleurs. Cet attrait presque magnétique de l'Occident n'est pas sans conséquence. L'une d'entre elles flotte lorsque la nuit tombe du côté de Patpong. Car si l'on précise qu'il existe des massages traditionnels, il s'en pratique bien d'autres qui choquent parfois les Thaïs eux-mêmes, pudiques et réservés. Dans la boxe thaï, tous les coups sont permis, mais le combat s'arrête à la première goutte de sang. À Patpong, le repos des guerriers est assuré.
Le Chao Phraya supporte une part du trafic urbain où les bateaux longue queue tirent leur épingle du jeu. Ils doivent leur nom imagé à l'arbre de transmission qui leur sert à la fois d'hélice et de gouvernail. Selon la tradition, le village thaï est construit à proximité immédiate de l'eau. Depuis des siècles, les choses n'ont pas changé le long des Klong, ces canaux bordés de maisons sur pilotis où l'eau douteuse assure à la fois le bain et le transport. Même si beaucoup de Klong ont été comblés pour devenir des rues, ceux qui restent entretiennent l'image du Bangkok traditionnel. Cette eau vitale rapproche les habitations entre elles et facilite les échanges. Les marchés flottants, ici celui de Damnen Saduak, en sont l'expression même. Comme la terre se dérobe, les bateaux la relaient pour porter ces fruits qui débordent. Cœur symbolique de Bangkok, le Grand Palais. Cette ancienne résidence royale n'est plus occupée depuis le milieu du XXe siècle. À lui seul, le Grand Palais fait une synthèse des 2 derniers siècles de l'architecture thaï. Le Wat Phra Keo abrite la statue du Bouddha d'émeraude. Cette statue est particulièrement vénérée et il est interdit d'en voler la moindre image par crainte de perdre sa protection. Le roi actuel, Rama IX, est monté sur le trône il y a plus d'un demi-siècle. La famille royale thaï n'exerce pas un réel pouvoir politique, mais le respect qu'on lui porte est profond. Elle est un important facteur de stabilité pour le pays. Pour transporter ses offrandes, le roi commande une 50aine de barges royales. Il se rend au Wat Arun pour offrir lui-même de nouvelles tuniques aux bonzes. Les éléments décoratifs des temples viennent parfois de Chine. Le Wat Po doit sa célébrité à la statue de Bouddha couché dans la position qu'il a adoptée juste avant de mourir, avant d'atteindre le nirvana. La statue est couverte d'or et mesure près de 50 mètres. Dans leur temple, les bouddhistes acceptent la présence de sciences parallèles comme celle des massages qui mènent aussi à la purification. L'interprétation des lignes de la main conduit à la connaissance de l'âme. Le Wat Saket, ou temple de la montagne d'or, est le point culminant de Bangkok. Autrefois, l'endroit était sinistre. C'est ici que les gens du peuple étaient incinérés. Un Bouddha en or massif de 5,5 tonnes trône dans le Wat Raimit. Il a résisté aux voleurs parce qu'il était dissimulé derrière une couche de plâtre. Le Wat Ben Shamabopit est le plus vaste de tous. Il est décoré de marbre de Carrare et de tuiles chinoises. Une famille acquiert beaucoup de mérite lorsqu'un de ses enfants devient bonze. Sans faire un choix définitif, les jeunes garçons peuvent s'initier à la vie monastique. Les Thaïs appellent Bangkok la cité des anges. C'est peut-être parce qu'elle semble voler au-dessus de l'eau et au-dessus du pays. À une centaine de kilomètres de Bangkok, en direction du sud-est, la ville de Bang Sen attire du monde, surtout des Thaïs. Car à l'approche de l'an 2000, la ville n'avait pas encore connu le déferlement des visiteurs étrangers. Les Thaïs mettent à profit leur rare loisir pour aller à la plage. Plus au sud, sur la côte du golfe de Thaïlande, à Pattaya, on prend conscience du fantastique développement touristique du pays. En 30 ans, le nombre de visiteurs a été multiplié par 60 et plus. De nos jours, plus de 7 millions de visiteurs découvrent la Thaïlande chaque année.
Le développement de Pattaya est tel que la qualité des eaux de baignade laisse parfois à désirer et que l'approvisionnement en eau potable est strictement contrôlé. Pendant la guerre du Vietnam voisin, Pattaya était à peine mentionné sur les cartes. La réputation a suivi les GIs américains qui débarquaient ici en permission par charter entier pour y prendre du bon temps. Aujourd'hui, le village originel a disparu. Les GIs sont partis, mais les rues ont toujours un air de fête. Hormis le tourisme, la Thaïlande peut compter sur de nombreuses ressources naturelles. Le pays est par exemple l'un des premiers exportateurs mondiaux d'ananas, frais ou en conserve. Toujours plus au sud, le parc national de Khao Sam Royot. Le nom signifie littéralement « montagne aux 300 cimes », à l'image des nombreux pics calcaires qui s'y dressent jusqu'à 600 mètres. Les plages et les marécages protégés ont fort à faire pour résister aux élevages de crevettes géantes qui sont en tête du peloton des exportations thaï. Le cordon littoral et le soleil ardent conviennent parfaitement à l'exploitation de salines hérissées de moulins à vent qui pompent l'eau de mer. Dans les campagnes, le revenu annuel moyen est 10 fois moins élevé que dans la capitale. Le sel garantit donc un revenu appréciable. Ce n'est pas un hasard si, à l'origine, le mot salaire désignait une ration de sel. Jadis, le poisson fermenté était le substitut du sel. Aujourd'hui, la saumure de poisson est un condiment présent partout. Autre élément de base de l'économie quotidienne, la noix de coco. Elle répond à des besoins extrêmement variés. Avec les palmes du cocotier, on tresse des cloisons. Avec l'enveloppe de la noix, la bourre, on fait des brosses, des tapis et des cordages. La noix râpée et pressée donne du lait. Séchée, elle produit de l'huile. Du cocotier, on tire aussi du vin de palme grâce à la sève et du sucre de palme qui tient une place de choix dans la cuisine thaï. Le climat tropical avec sa chaleur humide et le sol très fertile de la Thaïlande se prête merveilleusement à la culture de la canne à sucre. La concurrence de l'Afrique et des Antilles tente à faire oublier que la canne à sucre est originaire d'Asie. À l'ouest du pays, la rivière Kwai remonte jusqu'à la frontière avec le Myanmar, l'ancienne Birmanie. Beaucoup d'habitants de la capitale y ont établi leur seconde résidence flottante. La rivière Kwai est célèbre grâce au roman de Pierre Boulle et à ce pont de chemin de fer construit en 1943 par l'occupant japonais. Pendant 16 mois, des prisonniers de guerre ont travaillé ici dans des conditions atroces. Pour les anciens combattants, le pont est un lieu de pèlerinage. Je n'ai pas travaillé dessus, mais je suis venu le voir souvent. Eh bien, le camp des prisonniers de guerre... regardez, il était là-bas. Les Japonais avaient prévu de construire cette ligne ferroviaire de 400 km en 5 ans. Les prisonniers l'ont terminée en 1 an et demi, mais 16 000 d'entre eux y ont laissé leur vie, sans compter des milliers d'ouvriers asiatiques. À partir de Bangkok, une vaste plaine centrale déroule la Thaïlande jusqu'au nord. Le fleuve Chao Phraya en trace l'artère vitale, la ligne de vie et la ligne du temps. Le Chao Phraya est chanté par les guerriers et les poètes.
Les Thaïs l'ont baptisé mer des eaux. Il alimente l'une des terres les plus généreuses au monde. Cette région, gâtée par la nature, était jadis couverte d'une immense forêt tropicale très riche en teck et grande comme la moitié du pays. Aujourd'hui, cette forêt est en lambeaux. Mais depuis le début des années 90, les Thaïs se préoccupent sérieusement de leur environnement. Sur une île du Chao Phraya, Bang Pahin hébergeait les rois pendant leurs vacances d'été dès le XVIIe siècle. Plusieurs notes occidentales révèlent l'attrait qu'exerçait l'Europe sur les souverains thaïs. Bangkok n'est la capitale que depuis 2 siècles. Remonter le Chao Phraya, c'est aussi remonter le temps à la rencontre des cités qui ont dominé l'histoire du pays. Première étape, Ayutthaya, capitale du royaume entre le XIVe et le XVIIIe siècle. La ville était alors un des pôles culturels et commerciaux de l'Asie du Sud-Est, plus peuplé que Londres ou Paris. « 33 monarques régnèrent sur cette ville fortifiée qui avait réussi à annexer Angkor et qui finit par faire vaciller l'Empire Khmer. Les Thaïs ont emprunté aux Khmer une monarchie de droit divin aussi absolue qu'à Versailles. Ils se sont aussi inspirés de leur architecture pour élever une cité où toutes les puissances européennes avaient leur ambassade. Non loin de là, l'un des temples les plus prestigieux du pays, le Wat Phra Bhudabat. Au début du XVIIe siècle, un chasseur à la poursuite d'un animal blessé tomba avec lui dans une vasque naturelle remplie d'eau claire. C'était en réalité une empreinte de pied de Bouddha. Le gibier en ressortit sans sa blessure et le chasseur débarrassé d'une maladie de peau. La ville de Nakhon Ratchasima, alias Korat, est la seconde ville du pays avec 200 000 habitants, 40 fois moins que Bangkok. Cette ancienne base aérienne américaine donne accès à la province d'Isan, riche d'un folklore spectaculaire, comme la fête des éléphants à Surin, dans l'est du pays. L'Isan possède également un patrimoine archéologique remarquable. Au sommet d'un cône volcanique, le site de Panom Rung est exceptionnel. Les vestiges de l'Empire Khmer abondent dans cette région voisine du Cambodge et ce temple, érigé entre les Xe et XIIIe siècles, est un des sommets de l'art khmer. Au-dessus de ce portique, le linteau a disparu dans les années 60, probablement dérobé par un hélicoptère américain. La sculpture réapparut dans un musée de Chicago et il fallut payer une forte somme d'argent, s'engager à prêter des œuvres d'art et accomplir 20 ans de démarches pour récupérer la précieuse pièce. À 400 km de Bangkok, Phitsanulok. Cette ville de 80 000 habitants compte un très grand nombre de maisons sur pilotis. Les habitants s'y trouvent sans doute en sécurité depuis le terrible incendie qui détruisit totalement la localité il y a 40 ans. Au XVe siècle, Phitsanulok a été la capitale du pays pendant 25 ans. Le temple principal, le Wat Phra Si Ratana Matata, est plus vieux d'1 siècle. Il fait l'objet d'une grande dévotion parce que c'est le seul immeuble de la ville qui a résisté à l'incendie. À l'intérieur siège un Bouddha, dont la tête est entourée de flammes stylisées. Selon la croyance populaire, la statue aurait sauvé l'édifice du brasier. Elle suscite une ferveur égale à celle qui entoure le Bouddha d'émeraude à Bangkok.
Par la superficie de son territoire et le nombre de ses habitants, la Thaïlande est très comparable à la France. Mais la ressemblance s'arrête là. La moitié de la population thaï n'a pas 20 ans et les 3/4 vivent dans les campagnes. L'agriculture joue un rôle prépondérant dans l'économie puisqu'elle emploie 60% de la main-d'œuvre et assure 60% des exportations. La Thaïlande est le premier exportateur mondial de riz et 70% des terres cultivables lui sont consacrées. On produisait déjà du riz ici 4000 ans avant Jésus-Christ, à une époque où la Chine ne connaissait encore que le millet. Dans certaines régions, les rizières donnent 3 récoltes par an. Le paysan thaï a des joies simples. Il est heureux tant qu'il y a du riz dans la rizière et du poisson dans la rivière. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Toujours plus au nord et plus loin dans le temps, Sukhothai est le cœur d'un royaume qui a déclaré son indépendance au milieu du XIIIe siècle. Pour les Thaïs, originaires de Chine, ce royaume est le premier de leur histoire dans une période qui représente pour beaucoup l'âge d'or de leur civilisation. Sukhothai signifie d'ailleurs l'aube du bonheur. À l'égal d'un label de qualité, les productions de l'ère Sukhothai sont considérées comme des classiques dans l'histoire de l'art thaï. Elles bénéficient à ce titre des soins et de la protection de l'UNESCO. Si les habitations résidentielles ont disparu, près de 200 édifices religieux ont été arrachés à la jungle. À proximité de la rivière Yom, Sri Satchanalai est la deuxième ville du royaume de Sukhothai. L'éléphant domestique y apparaît non seulement comme la bête de somme, mais surtout comme le support massif de l'architecture religieuse et de sa décoration. Objet de toutes les attentions, le Wat Phra That Lampang Luang est le meilleur exemple d'un site fortifié entouré de remparts de terre. C'est sans conteste le plus beau temple au nord du pays. La pièce centrale est cernée de piliers en teck qui soutiennent un triple toit en bois. Cet édifice du XVe siècle constitue en réalité la plus ancienne construction en bois de Thaïlande. Avec sa forme typique en cloche dorée, le Chedi abrite traditionnellement les reliques de Bouddha. Bouddha tend toujours la perche à ses fidèles. Celle-ci représente des ex-voto placés là en remerciement d'une grâce obtenue. Les premiers contreforts de l'Himalaya sont en vue, et pourtant, Chiang Mai plafonne à une altitude de 300 mètres. Capitale de l'ancien royaume du million de rivières, cette ville a longtemps été isolée. Jusqu'en 1920, on ne pouvait atteindre Chiang Mai que par la rivière ou à dos d'éléphant. Bien qu'elle ait fêté son 700e anniversaire en 1996, Chiang Mai n'a rien d'une petite ville de province étriquée et dépassée. C'est la 3e ville du pays et celle qu'on appelle la Rose du Nord déborde d'une activité trépidante. L'artisanat de Chiang Mai s'est taillé une solide réputation dans plusieurs domaines, et notamment dans l'argenterie. Alors qu'il n'existe aucune mine d'argent en Thaïlande, le travail se faisait jadis à partir de monnaies indiennes ou birmanes. Aujourd'hui, le métal est importé. La soie thaï est plus épaisse que la chinoise, et les fils sont teints avant d'être tissés. Les soieries doivent à ce procédé la richesse de leur ton. En la matière,
les tisserands du Nord sont des experts. Le ver à soie est en fait la chenille d'un papillon, le bombix du mûrier. À la fin de leur mue, les chenilles sécrètent une bave filamenteuse qui forme un cocon protecteur dont on tirera la soie. Après avoir étouffé les chrysalides, on plonge les cocons dans l'eau bouillante pour éliminer la substance gluante qui entoure le fil jaune vif. Chaque cocon donne 600 mètres de fil utilisable. Les fils sont ensuite réunis en écheveaux, puis teints avec des colorants naturels à base de racines, de plantes ou de baies. Sur un objet en bois, en rotin ou en bambou, l'artisan applique la laque. La laque n'est pas une peinture, mais la résine d'un arbre. La première couche doit sécher plusieurs jours avant que l'on puisse appliquer les suivantes. Pour obtenir un travail de qualité, on peut compter jusqu'à 7 couches de laque. Une bonne laque est souple. On doit pouvoir rapprocher les bords d'un bol sans le casser. Dans ce pays où le soleil tape et où les pluies de la mousson tombent drues, les ombrelles sont très sollicitées. Elles sont fabriquées à partir d'une pâte à papier, beaucoup plus rarement avec de la soie. La pâte est étirée en fines feuilles huilées et légèrement laquées pour les imperméabiliser. Ensuite, elles sont posées avec minutie sur des baleines en bambou. Enfin, les ombrelles sont peintes et décorées à la main. Le bazar de nuit est un héritage des caravanes chinoises qui transitaient par Chiang Mai à partir du XVe siècle entre la Birmanie et la province du Yunnan. Les caravaniers faisaient étape ici et transbordaient leurs marchandises à la tombée de la nuit. Le quartier en a gardé une animation peu commune. Les Thaïs n'ont pas l'habitude de manger à heure fixe. Ils mangent quand ils ont faim et là où ils sont. Leur cuisine est une des plus originales d'Asie et l'une des plus fines au monde grâce au mélange subtil d'ingrédients locaux et d'influences chinoises, indiennes et malaises. En montant des dîners-spectacles, les grands hôtels perpétuent les traditions culinaires et folkloriques de la plupart des régions. En Thaïlande, plus qu'ailleurs, on mange avec les yeux. À Chiang Mai, il est interdit de construire un bâtiment à moins de 100 mètres d'un temple. En respectant le temple, on mérite son paradis. Rendre la liberté à des oiseaux est une autre façon de le mériter. Tôt, le matin, les bonzes partent demander l'aumône. On gagne des mérites en leur offrant de la nourriture. Mais attention, une femme ne peut pas entrer en contact direct avec eux. Les bonzes ne traînent pas, ils ne prennent qu'un repas par jour, avant midi. Au-dessus de Chiang Mai, à 1600 mètres d'altitude, la montagne Doi Suthep attire un grand nombre de visiteurs. Ils terminent leur ascension par un escalier flanqué de nagas, mi-serpent, mi-dragon, qui montent au ciel au printemps. Mais si tous les chemins mènent au ciel, les mérites ne sont pas comparables. Au sommet, un temple étincelant construit au XIVe siècle pour abriter une relique de Bouddha. La légende raconte que la relique fut attachée à un éléphant qui monta ici tout seul, barri 3 fois et mourut sur le champ. Depuis, même s'il a été plusieurs fois remanié, l'endroit est sacré. À l'intérieur, des fresques réalisées par des artistes locaux racontent quelques épisodes de la vie de Bouddha. L'orchidée fait partie des offrandes que les Thaïs déposent au temple. Symbole national de la Thaïlande,
Cette plante appartient à une famille de 35 000 espèces sauvages, la plus imposante du monde végétal. L'orchidée est capable de vivre avec la seule humidité de l'air, accrochée à un arbre qu'elle ne parasite nullement. À part les rivières, l'éléphant est le meilleur moyen pour circuler dans la forêt. Au début, les pachydermes n'étaient que des engins pour faire la guerre ou aller à la chasse. Au XIXe siècle, quand les forêts ont été soumises à une coupe en règle, les éléphants ont prêté leur concours. Dès leur plus jeune âge, les animaux sont dressés à accomplir des tâches diverses. Ils ne sont absolument pas traités comme des esclaves. En effet, après avoir travaillé pendant 3 jours, ils se reposent les 3 jours qui suivent. Ils prennent 3 mois de vacances et la loi oblige les éleveurs à les relâcher dans la nature dès qu'ils ont atteint 60 ans. Quand on sait qu'un éléphant peut vivre jusqu'à 80 ans et plus, cela leur fait une belle retraite. Il y a 50 ans, 70% des zones rurales étaient couvertes de forêts. Au début des années 90, l'agriculture et l'exploitation incontrôlée du bois ont fait chuter la couverture forestière à 20%. Pour enrayer cette déforestation dramatique, le gouvernement a pris des mesures qui réglementent sévèrement l'abattage quand elles ne l'interdisent pas tout simplement. À l'extrême nord du pays, Chiang Rai occupe une position stratégique à une distance très courte du Laos et de la Birmanie. Indépendamment des trafics inévitables dans une région sillonnée par les frontières de 3 pays, Chiang Rai est devenu en quelques années le haut lieu du trekking, d'expéditions dans la moyenne montagne à la rencontre de minorités ethniques et à la découverte de paysages intacts. On dénombre une dizaine de tribus montagnardes installées dans la contrée sans véritable territoire fixe. La plupart ont fui les pays limitrophes à cause de troubles ou de disettes. Un demi-million d'individus vivent presque en autarcie avec leur langue et leurs coutumes. Les Karen sont les plus nombreux et leur implantation remonte à près de 3 siècles alors que les autres tribus ne sont arrivées qu'assez récemment. Les Karen sont des agriculteurs compétents qui ont réussi à vivre sédentaires sur des terres ingrates. Leur société présente l'originalité de transmettre la propriété par les femmes. L'homme reste à la maison et prépare le repas. À l'endroit précis où la rivière Kok se jette dans le Mékong, se trouve le centre du fameux triangle d'or. Triangle parce que 3 pays en forment les côtés, et or pour la fortune de ceux qui produisent ici la moitié de l'opium consommé dans le monde. Ce sont des journalistes qui ont inventé cette appellation imagée pour une terre moins tranquille qu'elle n'en a l'air. Originaire du Tibet ou de Birmanie et cantonné sur des crêtes jusqu'à 1500 mètres d'altitude, les Akha se reconnaissent à leurs costumes sombres et à leurs coiffes en fer-blanc décorées de pièces d'argent. Ils cultivent l'opium pour leur propre usage et la soupe de chien est un plat de fête. Les Akha appartiennent aux ethnies les plus pauvres. Malgré leur dépendance matérielle, ils s'efforcent de résister à l'assimilation culturelle et entretiennent leur folklore. Les Akha ne se lavent que rarement, parce qu'ils ont peur des esprits de l'eau. Ils sont animistes et quand ils quittent leur village, ils entrent intrigués dans le monde des esprits, peuplé d'objets étranges. Selon eux, même une voiture, par exemple, est habitée par une âme.
Aux grandes dames des Akha, les occasions de se laver ne manquent pas ici. À l'eau chaude, en bain bouillonnant, ou à l'eau froide, en cascade. On doit la progression du tourisme en Thaïlande aux Thaïs eux-mêmes qui adorent voyager. Peut-être suivent-ils l'exemple de Bouddha qui a erré à la recherche de la vérité pendant les 7 dernières années de sa vie. Comme les brumes qui s'élèvent des vallées, la méditation bouddhique éloigne l'esprit de ses pensées impures. Dans beaucoup de pays asiatiques, la démographie galopante impose un contrôle strict des naissances. Même s'il est moins rigoureux qu'en Chine, le système donne de bons résultats dans les campagnes thaïlandaises, où les hommes qui se font stériliser gagnent un cochon. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à l'école des chansonnettes qui les sensibilisent aux problèmes. Avec une petite communauté musulmane, Pai est une paisible bourgade à l'image de l'harmonie qui règne en Thaïlande entre les religions. Le bouddhisme thaï est à ce titre particulièrement tolérant. Il n'a pas vocation à conquérir le monde. La pratique religieuse ne passe pas par l'intermédiaire d'un clergé quelconque, elle est laissée à l'appréciation de chacun. Accroché au flanc de la montagne, parfois jusqu'à 2000 mètres, le village Lisu choisit des sites inaccessibles et se referme sur lui-même, car ses habitants n'aiment pas trop les étrangers. Les Lisu sont attentifs à leur environnement. Ils punissent plus sévèrement celui qui coupe un arbre que celui qui se livre au jeu ou qui n'envoie pas son enfant à l'école. Le régime des eaux varie beaucoup selon la saison. Cette petite rivière à l'entrée des grottes de Tam Lot peut devenir un piège redoutable lors des crues. Ces galeries souterraines forment le plus long réseau connu de l'Asie du Sud-Est. Elles ont été habitées à l'époque préhistorique et il vaut mieux ne pas s'y aventurer sans guide. Originaires des hauts plateaux du Tibet, les Lao ont dès le plus jeune âge des attitudes semblables à celles des porteurs Sherpas de l'Himalaya. Ils vivent à une altitude moyenne de 1000 mètres et après les Karen, les Lao forment la tribu montagnarde la plus ancienne. Leur installation dans la région remonte à la fin du 19e siècle. Les Lao sont des chasseurs nés. Les produits de la chasse viennent améliorer leur maigre ordinaire. Un dicton local prétend que lorsqu'un Lao quitte la montagne, la chasse lui manque plus que sa famille. La fourniture de riz aux gros trafiquants d'opium qui habitent de l'autre côté de la frontière explique en partie la prospérité de Mae Yong Son, une petite localité tranquille, plus tout à fait thaï et pas encore birmane. Au-dessus de la vallée, le Wat Prat Tat Doi Kong Mu émerge des brumes comme un phare éclatant. Et dans la vallée, le Wat Chong Klang lui renvoie son éclat. La route n'est arrivée ici qu'en 1965. La ville était l'endroit rêvé pour exiler les ministres tombés en disgrâce qui y rencontraient une population composée en majorité de tribus montagnardes. Depuis, les ressources touristiques de la région ont attiré d'autres visiteurs. Notre trekking comprend la nourriture, le logement, le transport, la balade en éléphant et la descente en rafting.
Un climat sec, une altitude élevée et de grandes difficultés d'accès ont favorisé depuis des siècles dans la région la culture de l'opium. En dépit de la répression gouvernementale et de la reconversion des terres, fumer de l'opium est ici une tradition, surtout pour les personnes âgées. L'opium est extrait d'une espèce de coquelicot dont on incise la cosse à semences pour en recueillir la résine. Avec un grand sens de l'adaptation, les Méos descendent de la montagne et quittent leur village pour intégrer la société thaï. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs franchi les portes de l'université. Les Méos sont originaires du sud de la Chine. Ils pratiquent la polygamie. Les femmes se reconnaissent à leurs chignons volumineux et à leurs robes noires délicatement brodées. Dans ces montagnes, les mouvements des minorités ethniques sont constants. En provenance de Birmanie, d'où ils sont chassés par l'armée, les Padang n'ont eu depuis des décennies que très peu de contact avec les populations étrangères. Leur mode de vie et leurs coutumes sont inchangés. Les femmes portent autour du cou une série d'anneaux en laiton qui leur ont valu le surnom de femmes girafes. Elles n'enlèvent leurs anneaux que tous les 5 ans pour les astiquer. Nous, les longs coups, nous croyons que la mère de notre tribu est un dragon. C'est pour cette raison que nos femmes se mettent ces anneaux autour du cou, pour ressembler à un dragon. Elles commencent à l'âge de 6 ans, et cela peut aller jusqu'à 25 anneaux. L'ensemble pèse alors 4 kilos et mesure 30 cm de haut. Elles le gardent en permanence, elles dorment avec. Et quand une femme meurt, elle est enterrée avec ses anneaux. Il faut savoir souffrir pour être belle. En direction du sud, vers la Malaisie, la Thaïlande s'étire sur 1000 km en une étroite langue de terre. Cette péninsule, baignée sur toute sa longueur par les eaux de l'océan, bénéficie d'une nature généreuse et d'un climat favorable. Hélas, l'urbanisation incontrôlée a bouleversé beaucoup de milieux jusque-là préservés. Les activités traditionnelles ont cédé du terrain et elles résistent mal devant l'arrivée massive de visiteurs. Souvent, les traditions ne survivent plus qu'à travers quelques spectacles occasionnels. S'il suffit d'une rafale de pétards pour faire fuir les mauvais esprits, il suffit aussi de peu de choses pour que l'équilibre entre les bouddhistes et les musulmans, nombreux au sud, soit remis en question. Le roi en est d'ailleurs bien conscient. Pour marquer son attachement à l'extrême sud, il s'y est fait construire une résidence. Première étape importante sur la route du sud, Koh Samui est une île paradisiaque qui a tout pour plaire. Quand on pense qu'au XVIIIe siècle, les rebelles et les ennemis de la couronne y étaient expédiés en exil, il y a vraiment de quoi se rébeller. Bien avant le soleil et l'eau cristalline, la seule ressource de l'île a longtemps été la noix de coco. Elle passe pour être la meilleure du pays et est expédiée par cargos entiers jusqu'à Bangkok. Pour cueillir les noix de coco à 10 mètres de haut, les habitants profitent des services d'un vrai spécialiste, le macaque.
L'animal, bien dressé, choisit les fruits mûrs, évite les moins bons et peut récolter jusqu'à 800 pièces par jour. Selon des chroniques très anciennes, Koh Samui se trouvait dès le XVIe siècle sur la route maritime qui reliait la Chine et l'Inde. Le petit port de Nathon rappelle cette intense activité commerciale. Le bouddhisme est arrivé ici en suivant la même voie, en provenance de l'Inde, dès le 5e siècle après Jésus-Christ. Au mois d'avril, le mois le plus venteux, les relations entre les sexes sont transposées à travers des combats de cerfs-volants. Les grands mâles tentent de faire tomber les petits, femelles, et à ce jeu-là, l'habileté n'est pas une question de taille. Selon une autre notion héritée des hindous, les Thaïlandais estiment que la tête est la partie la plus noble du corps. Il ne faut jamais toucher la tête d'une personne. C'est le siège de son âme. Koh Samui fait partie d'un archipel de 80 îles, dont 6 seulement sont habitées. Le patrimoine naturel s'en trouve forcément bien conservé. Le parc national marin de Hang Thong doit son excellent état de conservation aux exercices de la marine thaïlandaise qui a longtemps interdit toute navigation entre ces étonnantes formations calcaires au relief tourmenté. Les eaux chaudes et translucides ont fait de ces îles le paradis des plongeurs. Phuket. En 2 syllabes, tout est dit. Dans la mer d'Andaman, l'île de Phuket est la plus grande de Thaïlande, aussi grande que Singapour. Son nom à lui seul est une irrésistible invitation au voyage. Les plages désertes sont devenues rares depuis le décollage touristique de l'île, l'une des principales destinations d'Asie. L'afflux de visiteurs a provoqué un développement pas toujours maîtrisé. Mais depuis les années 90, les autorités réagissent et commencent à classer les plus beaux sites. Les activités parallèles continuent de prospérer et contribuent au rapprochement des cultures. Phuket est une île, mais c'est aussi une ville animée qui a dû se défendre à plusieurs reprises. Au XVIIIe siècle, la veuve et la fille du gouverneur ont habillé toutes les femmes de l'île en soldats pour dissuader les Birmans, l'ennemi héréditaire, de débarquer. Ce stratagème a valu aux 2 femmes une statue en bronze. Plusieurs maisons témoignent encore du passé colonial portugais, hollandais ou chinois. Mais la nostalgie cède vite la place au commerce qui reprend ses droits. Les piments ont été importés d'Amérique latine par les Portugais au XVIe siècle. Grâce à ce condiment, la cuisine du Sud est la plus relevée de tout le pays, avec des influences malaises et indiennes. Heureusement, des fruits sublimes, doux et parfumés, ici un durian, viennent réconforter les papilles gustatives occidentales. Les musulmans représentent environ 35% de la population locale. Il ne faut pas oublier que l'Indonésie, toute proche, est le premier État musulman au monde par le nombre des pratiquants. Longtemps isolée dans sa forêt tropicale touffue, la vie de Phuket a changé le jour où un pont a relié l'île au continent. Ses ressources ont été exploitées à une autre échelle. C'est le cas d'un minerai qui a mobilisé les Hollandais au XVIIe siècle, l'étain. C'est le cas aussi des plantations d'EVA lancées au début du siècle. L'arbre, fournisseur du caoutchouc, est originaire d'Amérique du Sud. Il s'est très bien adapté à la contrée. Le latex est une émulsion naturelle comparable au lait. Pour le coaguler, on lui ajoute un produit chimique. Comme le yaourt,
Le latex prend rapidement de la consistance et se transforme en une épaisse pâte à modeler. Les feuilles de latex sont ensuite conditionnées et séchées. Un EVA peut produire jusqu'à 70 kg de latex déshydraté par an, mais pas avant l'âge de 7 ans. La Thaïlande est aujourd'hui le 3e producteur mondial de caoutchouc naturel. Si Phuket est surnommée Perle du Sud, ce n'est pas un hasard. La perle que nous produisons ici est connue sous le nom de perle des mers du Sud. Pour obtenir une perle, on doit d'abord introduire dans l'huître un implant qui vient d'Amérique. C'est un coquillage. Ensuite, on replonge l'huître dans l'eau pendant 18 mois avant de pouvoir récolter une perle bien ronde. Les eaux qui baignent la Thaïlande sont aussi riches que sa terre. Depuis le milieu des années 90, le pays figure parmi les plus gros exportateurs de produits de la mer en conserve. Il occupe d'ailleurs la première place pour le thon en boîte. Ces performances industrielles qui compromettent souvent les équilibres marins en détruisant par exemple les récifs coralliens n'ont rien en commun avec les paisibles pêcheurs du Sud. À 3 heures de bateau de Phuket, la baie de Phang Nga offre un des spectacles les plus surprenants de la planète. Ici fut tourné un célèbre film de James Bond. Une quarantaine d'îlots se dressent sur l'eau comme des champignons. Certains atteignent 300 mètres de haut. Un énorme bloc calcaire protège un petit village de pêcheurs musulmans installé sur l'île de Pani. Les habitants sont là à l'abri des pluies torrentielles de la mousson. Ils vivent sur pontons et pilotis, une existence vouée au commerce et à leurs convictions religieuses. L'harmonie est totale avec cette nature préservée, au cœur d'une réserve marine. Les îlots calcaires des îles Phi Phi sont rongés par l'érosion qui a creusé des cavernes monumentales. Les intrépides gitans de la mer escaladent les parois à la recherche des fameux nids d'hirondelles. En fait, des salanganes, proches cousines de notre oiseau familier. Ces nids, construits d'algues et de salive, se vendent à prix d'or dans toute l'Asie. Bouddha prétend que le sage chemine en laissant tout derrière lui. C'est facile d'être d'accord avec lui devant les îles Phi Phi, pour lesquelles on pourrait s'embarquer quasiment sans bagages. Mais le décor fait moins rêver si l'envers gâche le plaisir. Alors, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour garder le paradis et se débarrasser de l'emballage, les Thaïs retrouvent leur tradition et protègent leur paysage. Et aujourd'hui, quand on regarde la surface de l'eau, toute la Thaïlande apparaît en ondulant comme une orchidée.